Bertrand de Jouvenel, on dit souvent, et on pense souvent de vous, que vous êtes un futurologue. C'est d'ailleurs un mot un peu abstrait, mais êtes-vous d'accord? Laurent, je vous suis bien reconnaissant de me poser cette question, car je déteste ce terme de futurologue qui paraît impliquer une science de l'avenir. Or, il n'y a pas de science de l'avenir, il ne peut pas y en avoir, et s'il y en avait une, ça ne vaudrait pas la peine de s'y intéresser, puisqu'on s'y intéresse pour que les choses soient autrement, qu'on ne craint qu'elles aillent, ou qu'elles aillent, ou on souhaite qu'elles aillent. Il n'y a pas de futurologie, et j'avais, en 1960, adopté le terme de futurible, pluriel, futur possible, pour bien faire sentir que le futur dépend de ce que nous ferons. Thucydide le disait déjà, je sais que vous aimez cette citation. Dans une assemblée de Lacédémoniens, c'est ça? C'est dans une assemblée de Lacédémoniens, au moment où Sparte allait déclarer la guerre, il dit « Il sied à nous, qui serons les auteurs des événements futurs bons ou mauvais, de prévoir autant que possible les conséquences de nos décisions. » Et c'est ça, l'attitude du prévisionniste. Gaston Berger a très justement employé le mot d'attitude pour parler d'attitude prospective. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce que l'on peut faire arriver, et cette prévision est un effort donc pour améliorer la décision. Et elle n'a de sens que par rapport à des décisions que l'on se propose de prendre. Et alors on dit, avez-vous pensé que cela pourrait donner tels et tels résultats? Ou bien pour faire sentir que la marche des choses appelle des décisions auxquelles on ne pensait pas. Avez-vous fait observer cette marche des choses? Je vous signale qu'il faudrait y faire attention. Remarquez que l'idée des clignotants de Pierre Massé, c'est attention, le chômage monte, le chômage qui est anti. Eh bien, réagissez, prenez rapidement des mesures qui le fassent reculer. C'est cela proprement l'effort de prévision. Dans la prévision, on use de projection. C'est-à-dire, on dit, si les choses continuent comme elles vont, voilà ce qui sera. Il faut bien dire que les projections ne sont nullement des prédictions. Un exemple amusant et actuel, qui se réfère à un pays de gens très sérieux et qui ont beaucoup travaillé dans ce domaine, l'Angleterre et prévisions démographiques. En 1964, les prévisions démographiques pour l'an 2000 étaient de 75 millions d'habitants pour les îles britanniques. Seulement 7 ans plus tard, en 1971, les prévisions des démographes anglais pour 2011 sont 63 millions d'habitants. Vous voyez que des millions se sont perdus en route, comme dit très justement un journal que j'aime beaucoup, Le Guardian, et par conséquent, ces projections sont d'autant plus elles sont longues, plus elles sont sujettes à caution. En général, on procède par projection courte et on regarde quelle conduite elle conseille pour que cette projection désagréable, si elle est désagréable, ne se réalise pas, si elle est agréable, se réalise. Généralement, donc, la prévision est très terre-à-terre et très liée à des décisions à prendre ou qu'il faudrait penser à prendre. Et elle est tout à fait banale, elle est du même ordre que les conseils que l'on donne à un ami. Si vous continuez à boire comme ça, cher ami, eh bien vous allez devenir alcoolique. C'est de cet ordre-là, il ne faut pas en faire une chose extraordinaire, et surtout, il ne faut pas en faire une spécialité. C'est pourquoi je repousse le mot futurologue, parce qu'il semble faire une spécialité, une sorte spéciale de savant qui s'occuperait de l'avenir. Or, mon idée, quand j'avais lancé les futuribles, c'était de faire prendre conscience de la dimension de l'avenir à tout le monde. À tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au lieu de faire comme la Fondation Ford qui avait rendu la chose possible, au lieu de faire un ouvrage massif qui serait l'Europe en 1972, j'ai dit pas du tout. Que nous allons faire, nous allons, si vous le voulez bien, les y ont consenti, disperser ces fonds de façon à intéresser le plus de gens possible, le plus de savants sociaux possible, dans le plus grand nombre de pays possible, à s'essayer à
prévoir des cours probables et à discuter ce qui pourrait changer ce cours. Et on a fait faire 130 essais par des gens appartenant, si je me souviens bien, à 19 pays différents et à différentes disciplines sociales. L'idée donc étant de rendre usuel dans ces disciplines sociales le souci de l'avenir. Ce que d'ailleurs Wells avait déjà proposé en 1902. Et ceci parce que Wesley Mitchell, le fondateur du National Bureau of Economic Research aux États-Unis, avait dit très justement le sort douteux de l'espèce humaine, il l'écrivait il y a 50 ans, le sort douteux de l'espèce humaine dépend de notre capacité de développer des sciences sociales qui nous permettent de contrôler les processus. Contrôler, c'est un mot anglais qui ne veut pas dire commander, mais suivre et tâcher d'infléchir. Mais comment c'est des prévisions à long terme assénées par certains futurologues, des prévisions massives et définitives? Là, je crois qu'elles se justifient très bien. J'y réfléchis. Vous m'y avez fait réfléchir, M. Reclor, en m'avertissant que vous me poseriez cette question. Et je crois qu'il faut distinguer l'avenir fiction et alors souligner sa grande utilité, étant entendu que c'est un avenir fiction. Un exemple admirable d'avenir fiction, c'est George Orwell, 1984, qui nous n'a pas fait une prédiction sur 1984, mais qui, angoissé par certains développements, alors cet avenir fiction, donc, fait réfléchir à ce que l'on fait. Vous ne croyez pas que, justement, au fond, presque, le monde d'Orwell est presque plus crédible que celui d'Herman Kahn, d'une certaine manière? Oui. Je n'en doute pas. En tout cas, les prévisions pessimistes sont plus utiles que les prévisions optimistes, car les prévisions optimistes sécurisent, rassurent, et les prévisions pessimistes font alerte, n'est-ce pas, font prendre garde. Alors, il y a une prévision pessimiste qui avait été faite en 1931 par un biologiste anglais, Eric Stapledon. C'était une fiction, et cette fiction, c'était la disparition, l'épuisement de l'énergie, n'est-ce pas, l'épuisement des stocks d'énergie. C'est une prévision extrêmement intéressante parce qu'elle donnait conscience que notre civilisation repose entièrement sur l'appel que nous faisons à l'énergie, aux forces motrices du feu, comme disait Denis Papin, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je dis, moi, que nous entrons dans le 3e siècle de l'ère de Watt, parce que je fais allusion au brevet de Watt pris en 1769, qui a donné à la civilisation occidentale des forces absolument imprévues et dont la croissance a été continuellement s'accélérant. Par conséquent, toutes ces prévisions à long terme, en tant qu'elles sont considérées comme de l'avenir fiction et qu'elles ont une valeur d'avertissement, sont salutaires. Et c'est pourquoi, après avoir d'abord réagi très vivement contre le mémoire Meadows, parce que je trouvais que ces assumptions, ces postulats étaient mal fondés, que c'était pas... maintenant, je pense que, à condition, bien sûr, que savoir que c'est de l'avenir fiction, c'est bon pour faire réfléchir. Vous ne trouvez pas que certains responsables de prospective ont tout de même une responsabilité morale? Prenons l'exemple justement de la Rand Corporation dans justement l'étude de la guerre du Vietnam. D'aborder, monsieur, une question qui est tout à fait différente, c'est le rapport de l'intellectuel avec les pouvoirs. Quant à moi, je pense que l'intellectuel n'a jamais à se mettre au service d'un pouvoir tellement qu'il lui dise comment réussir ce que ce pouvoir veut entreprendre à tort ou à raison. À ce moment-là, l'intellectuel devient un simple instrument du pouvoir, et je crois que c'est une dégradation profonde. Et alors là, nous ouvririons un autre thème, qui est celui du changement dans les fonctions de l'intellectuel. Même des rapports de la science et du pouvoir, non? Non, je dirais plus simplement changement dans les fonctions de l'intellectuel qui a été pendant tout le Moyen-Âge, n'est-ce pas, très dégagé de l'action, du moins en principe, il n'était pas toujours, mais très dégagé de l'action. On disait, Saint Jérôme disait qu'il doit être dégagé de tout le tumulte des affaires temporelles,
et qu'il doit exhorter, appeler de la cité humaine livrée au démon, disait saint Augustin, appeler de la cité humaine à la cité de Dieu, et d'autre part, sermonner ceux qui ont du pouvoir pour qu'ils s'en servent le moins mal possible. C'est un rôle d'intellectuel. Il est évident qu'il est conservé par certains intellectuels. Au fond, c'est ce qu'a fait Zola avec J'accuse, et c'est ce qu'a fait Zola aussi avec l'Assommoir et Germinal, ces peintures de la société telle qu'on la faisait. Il a un rôle d'information, et pas seulement d'information des puissants, naturellement. Parce que nous sommes une démocratie, nous sommes des démocraties. Alors, il a un rôle de tâcher de faire sentir ce qui, à son avis, risque de tourner mal. Je dis bien à son avis, parce qu'il ne parle pas comme savant. Il parle avec une opinion, il s'est simplement donné plus de mal pour former son opinion qu'on ne s'en donne dans une conversation de café. Vous me faites toucher à un autre thème qui est le coût de l'opinion. Pour moi, souvent je refuse de donner une opinion, même dans une conversation sur quelque chose. J'ai dit, je n'ai pas étudié la question, je n'ai pas pu me faire une opinion. Me faire une opinion, c'est très coûteux. Et quand je l'ai faite, bien, je pense que d'autres gens peuvent s'être fait une opinion eux aussi, et coûteusement, et certainement, je ne regarde pas mon opinion comme une arme contre eux, mais plutôt leur opinion comme un enrichissement pour moi. Bertrand Jouvenel, est-ce que vous considéreriez que c'est une question indiscrète si je vous demandais pourquoi, après avoir à une certaine époque connu tout le monde, maintenant vous donnez l'impression de ne plus connaître personne? Elle est mal formulée, non? Non, il est vrai que j'ai connu dès l'enfance les gens célèbres. Ma mère avait un salon intellectuel et international. J'y ai connu Anatole France, Bergson. J'y ai connu, après la guerre, ma mère s'était pendant la guerre beaucoup intéressée à nos alliances. Elle s'était particulièrement intéressée à la Tchécoslovaquie. Elle a été pour quelque chose dans le fait que la Tchécoslovaquie était indépendante tchécoslovaque, était reconnue. Puis mon père, qui vivait de son côté, qui avait été remarié, il était directeur du Matin, il connaissait tas de gens. Bon, donc connaître des gens était pour moi, connaître des gens célèbres était pour moi normal, et par conséquent, ce n'était pas un besoin à combler. Ensuite, je suis devenu journaliste international. Entre guillemets, grand reporter, c'était la rubrique. Là, évidemment, j'ai dû voir tous les hommes d'État. Ils m'ont chacun raconté ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas? Et je me suis rendu compte que, au lieu de quand je les interviewais, en quelque sorte, je leur rendais service, puisque je les faisais parler, je leur servais de marchepied, si vous voulez, tandis que quand je regardais ce qui se passait, eh bien, j'en savais plus. Je savais autre chose que ce qu'ils me représentaient. Alors, déjà, comme reporter, d'ailleurs, j'ai cherché plus à voir la rue, l'événement, ce qui se passait, que ce qu'on me disait. Et à force de fréquenter les hommes d'État, je me suis dit qu'il fallait m'informer autrement. Mais on n'a pas beaucoup de temps, vous savez, quand on est reporter, parce qu'on va 3 jours dans une capitale. Pas tellement le temps de s'informer. Bon, puis alors, il y a eu la guerre. Évidemment, mon métier de journaliste a disparu de ce fait. J'ai servi là, chez moi d'infanterie, comme je le devais. Et puis ensuite, bon, j'ai eu quelques activités. Et puis ces activités nous ont obligés, ma femme et moi, à passer en Suisse à pied. Et puis là, nous avons été, bon, étions réfugiés, en 1943. Et puis là, j'ai travaillé et j'ai rédigé mon livre du pouvoir qui avait été conçu en France. Puis ce livre a eu un certain succès académique, différents pays, et ça m'a fait changer de métier. Mais je suis resté dans l'âme, un homme qui cherche à s'informer. Alors, chercher à s'informer, après de qui s'informe-t-on?
On s'informe d'abord auprès des statisticiens qui ordonnent les chiffres. Bon, j'ai beaucoup d'amis parmi les statisticiens. J'ai eu et j'ai beaucoup d'amis, que ce fût Sauvy, qui était directeur de la statistique générale de la France autrefois, qui est resté un grand ami, que ce soit Gruson, que ce soit le directeur actuel, que j'aime particulièrement, Ripper. Bon, ce sont mes amis. Les gens qui travaillent, qui font les esquisses du plan, ce sont des gens avec qui je me sens une solidarité d'intérêt. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe? Alors voir les cas particuliers qui sont éclairants. Parce qu'après tout, comment est-ce qu'on a pris conscience des problèmes sociaux? C'est pas seulement par la statistique, c'est par Dickens, les descriptions de Dickens, les descriptions de Victor Hugo, les descriptions de Zola. Bon, c'est comme ça qu'on a pris conscience. Et donc, il faut aller voir. Il faut aller voir. Mais malheureusement, je ne suis pas un grand écrivain. Si je ne peux pas écrire, par exemple, les romans de Zola, je peux au moins accumuler les notes que Zola avait accumulées. Vous savez que, préalable à chacun des romans de Zola, il y a un volume double ou triple de notes. J'ai vu ça à la Bibliothèque nationale, au temps ancien où j'avais fait une vie de Zola, c'était en 1931. Bon, alors, on peut accumuler ces notes et on peut aider quand on n'a plus de mobilité, comme le fait de mon âge. On a la mobilité des étudiants et qu'on peut dire ce que ça intéresse, parce que je ne dispose pas d'eux, bien sûr. Je propose et c'est eux qui disposent. Et je peux leur dire, est-ce que ça ne vous intéresserait pas d'aller voir ceci ou cela? Ils disent, non, ça m'intéresserait plus d'aller voir cette autre chose. Je dis, allez voir. Et avec ça, alors, je suis documenté par là, et ce sont mes antennes, selon une expression qui est... Bon, mais plus je suis vieux, et je sais que je le suis maintenant, mais plus je suis vieux, plus je suis passionné par la vie de mes contemporains et ce que sera la vie de la jeune génération. Alors je cherche à en voir les indices, ce qui peut aller bien, ce qui peut aller mal, et c'est tout ce qui me renseigne. Je suis en quête d'information. Je ne suis pas en quête de déclaration. Quand j'étais reporter international, j'avais comme intervieweur à recueillir les déclarations de tel ou tel homme d'État. Au fond, ce n'est pas tellement rémunérateur pour un homme qui veut se faire une opinion et qui veut t'aider à informer les autres. Et au fond, informateur, c'est profondément ce que j'ai eu envie d'être toute ma vie. Et observateur aussi, non? Il faut observer pour informer, bien sûr. Mais également dans le choix de vos relations, de vos amis, est-ce que vous avez l'impression qu'au cours des années, le centre d'intérêt s'est déplacé? Les personnes pour qui maintenant vous pouvez éprouver de l'amitié ou de l'intérêt sont différentes de celles? Vous savez, les gens pour lesquels on éprouve de l'amitié, ça ne se déplace pas. L'amitié, c'est quelque chose de fondamental, n'est-ce pas? Les choses du cœur sont les choses les plus solides du monde. Non, mais je me suis de moins en moins intéressé à la politique étrangère. Et je me suis de plus en plus intéressé à la politique sociale. La politique sociale est au détail, à ce qui arrive. Vous voyez, j'ai ce sentiment que, si bonnes que soient les intentions des gouvernants, ils ne peuvent pas tout voir. Ils ne peuvent pas, c'est une absolue impossibilité. Je pensais à ça en écoutant cette déclaration très sympathique, pleine de bonne volonté du ministre de l'Éducation nationale sur les sursis, n'est-ce pas, qui disait on fera des exemptions selon les cas particuliers. Et je me disais, mais quel travail immense de s'adresser à tous les cas particuliers. Est-ce que cela est même possible? On est obligé de former des catégories, parce qu'on ne peut pas traiter personne par personne. Et ça, c'est un trait d'une grande société, c'est un trait dimensionnel, ça ne tient pas à la mauvaise volonté des hommes. Comme les décisions ne peuvent être prises que catégorielles, qu'à partir d'une certaine vision des choses, il faut que d'autres se disent, eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'imparfait, d'incomplet dans cette vision des choses. Comment est-ce qu'on pourrait la corriger? C'est pour ça que j'ai fait la critique des comptes de la Nation il y a pas mal de temps, et je ne l'ai faite pas hostile, hein. Je l'ai faite dans le milieu même des comptes de la Nation, de gens qui savaient que je les aime bien et qui m'aiment bien. Et par conséquent, si vous voulez, ils l'ont mieux reçu. S'ils sont faits comme ils sont faits, c'est pour de bonnes raisons. Mais il y a aussi de bonnes raisons
de voir les choses qui n'y sont pas. Et c'est une critique qui n'est pas destructrice, voyez-vous. Une critique qui n'est pas antagoniste. C'est une critique qui dit « vous avez oublié cela ». Or ça, c'est humain, c'est important. L'environnement, par exemple, n'est-ce pas? L'environnement que moi, je ne vois pas tellement, l'environnement planétaire, la grande catastrophe, c'est pas impossible. Mais enfin, moi, l'environnement, ça a toujours été pour moi l'environnement des gens. L'environnement des gens, c'est-à-dire l'environnement de l'homme quand il est au travail, l'environnement de la famille dans son logis, dans son voisinage, l'environnement de l'enfant lorsqu'il est à l'école, c'est-à-dire un environnement qui est mêlé de naturel et d'humain, de végétal et d'intellectuel. Quand vous parlez justement de la nécessité d'un principe d'aménité entre les gens, c'est un peu ça au fond. Ben oui, mais n'est-ce pas, je crois que les relations entre les gens sont facilement bonnes à partir du moment où ils se parlent. Enfin, ils se parlent et ils se voient. Il y a un guichet. Puis si vous parlez à ce guichet ne sera pas gentil avec vous. Si vous parlez à la personne qui est derrière le guichet, eh bien, elle vous sourira. Et puis, tout est là. Il y a toujours... On parle de rompre la glace. On parle de rompre la glace. Eh bien, nous sommes une société qui est naturellement, parce que c'est une société complexe, une société de division du travail, elle tente à être une société où se forment des glaces. Et si le guichet n'a pas envie justement de vous considère seulement comme un quémandeur et n'a pas envie de vous parler comme justement à... Alors évidemment, moi je supportais, je crois que l'optimisme est une nécessité, vous le savez très bien. Et, naturellement, c'est une société qui est dure parce que les rapports sont anonymes. Elle est dure pour cela et parce qu'on se méfie de ce qu'on ne connaît pas. Ce qui est naturel, nous sommes pas tellement différents des chiens. Le chien, quelqu'un qui ne connaît pas, il aboie. Eh bien, de même, les rapports entre catégories sociales sont facilement cela. Il me fait peut-être du mal. En tout cas, s'il ne me fait pas du mal, il ne me connaît pas. Il ne me reconnaît pas comme personne. Il ne sait pas que j'existe. Déjà, ne pas savoir que j'existe, c'est me maltraiter, n'est-ce pas? Il faut arriver à ce que les gens se gâchent. J'avais un moment rêvé de tout un effort de description qui serait de représenter les vies des gens les uns aux autres. Et il y a certaines personnes qui y perdraient, je le reconnais, n'est-ce pas? Mais l'immense majorité des gens seraient plus estimés parce qu'on les connaîtrait. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours découvert des vertus en connaissant mieux les gens. Vous n'avez pas l'impression qu'il faut du temps, qu'il faut effectivement... que tout ça est un luxe, tout ça sont des luxes que la majorité des gens ne peuvent pas s'imposer? Écoutez, quand c'est peut-être un luxe, mais il arrive une époque où on ne se payant pas ce luxe, on a une crise. On a une crise, regardez ce qui s'est passé en Italie depuis 1969, ce qui s'est passé en France en 1968, regardez ce qui s'est passé en Angleterre depuis 1969, ceux dont on a négligé les intérêts, dont on a méconnu les problèmes, à un moment donné, se révoltent. Et c'est normal. On n'a pas su les voir. Mais quand on parle à certains niveaux de blocage de la société, ça vous paraît assez exact comme terme? Même quelquefois pour des parents, qui ont le désir passionné de communiquer avec les enfants. Quelquefois, il y a des difficultés de communication. Je ne les méconnais pas. Je vous ai chanté les louanges de la famille, mais je sais bien qu'il y a des difficultés et dans des familles de la meilleure volonté, n'est-ce pas? Bien sûr, n'est-ce pas, les choses ne sont pas faciles. Premièrement, les choses ne sont pas faciles. Nous avons des illusions sur la facilité des choses qui viennent des facilités que nous donne l'asservissement de l'énergie. Nous dépensons, n'est-ce pas, pour chaque travailleur humain, il y a 100 travailleurs invisibles. C'est un rapport calculé, c'est pas du hasard, c'est 150 ou c'est 64, c'est de l'ordre de 100. Alors nous sommes, en général, nous avons, toutes sortes de choses sont faciles. Il est facile de joindre quelqu'un au loin au téléphone. Il est facile de franchir de grandes distances avec l'avion ou avec l'automobile. Et toutes choses. Mais les rapports humains ne sont pas pour autant devenus plus faciles. Les rapports humains ont toujours été le grand problème.
Et ils le restent. Et ils ne sont pas résolus par le matériel. Et le matériel résout naturellement les problèmes matériels, c'est-à-dire les problèmes de manque. Le matériel, la chose qui chauffe dans votre cheminée ou qui chauffe résout votre problème du froid, qui est un problème matériel. Et ne résout pas tous vos problèmes moraux et psychologiques, qui sont les problèmes de votre rapport avec les autres, de votre rapport avec l'univers et de la conception que vous avez de la vie. Est-ce qu'il faut en faire ? Ces problèmes-là, ils sont, je dirais, presque exacerbés par le fait que les problèmes matériels tiennent moins de place dans la vie. Marx disait, n'est-ce pas, il faut passer du régime de la nécessité au régime de la liberté. Dans le régime de la liberté, il y a des heurts, il y a des conflits, il y a des conflits d'intérêts, des conflits de goût et des méconnaissances surtout. On ne doit pas croire que parce que matériellement la société est plus riche, on ne doit pas croire que les conflits entre personnes, les conflits sociaux doivent être par là apaisés. Il y a, au contraire, il y a quelque sorte, on sort du règne de la nécessité, on entre dans le règne de la liberté, et les libertés s'y heurtent. Et puis il y a les voies qui n'arrivent pas à monter, les voies qui ne percent pas. Et il y a les ressentiments qui s'accumulent. Et donc, par conséquent, c'est une société qui doit avoir des crises. Et c'est normal. Et ces crises peuvent être nécessaires pour les réorientations qui s'en suivent. Bertrand de Jouvenel, ce qui me frappe, c'est que vous ayez gardé un certain enthousiasme. Par exemple, une décision ministérielle vous fait un plaisir immense. Bien oui, d'après ce que j'ai entendu, je n'ai pas vu le texte, une circulaire de M. Guichard renverse la politique d'habitat qui a été suivie jusqu'à présent. Je crois que c'est un grand événement. Pour moi, c'est un grand événement parce que j'ai toujours regretté la formule des grands ensembles. J'ai toujours pensé qu'elle n'était pas humaine et qu'elle ne créait pas de relations sociales et elle ne donnait pas à la famille sa maison. Et d'autre part, elle était très enlaidissante. Elle a défiguré la France. J'avais dénoncé cette politique à maintes reprises. En particulier, j'en avais eu l'occasion dans la commission en 1985. La première, celle que Pierre Massé avait pris l'initiative en 1963. Et j'ai fait 3 notes sur l'habitat qui se trouvent dans mon livre Arcadie. Et c'est sur le mieux vivre. J'avais fait 3 notes sur l'habitat en 1964. Dans lesquels je disais, mais quoi donc, on fait des fichiers verticaux dans lesquels on met les familles. Ça n'est pas du tout une bonne formule. C'est très laid. Et surtout, c'est très inhumain. Car les familles françaises, on le savait, voulaient leur maison individuelle, essentielle à l'existence d'une famille. Les relations de voisinage sont meilleures entre les gens qui ont chacun leur maison et qui ont donc leur quant à soi assuré et dont les relations se forment plus aisément justement parce qu'ils ont leur quant à soi assuré que dans un immeuble collectif. D'ailleurs, Zola a décrit la vie dans des immeubles collectifs bourgeois. On n'a jamais prétendu que dans un immeuble de rapport bourgeois s'établissent des rapports sociaux excellents. Au contraire, n'est-ce pas, c'est dans Le Bonheur des Dames, etc., qu'il y a toute cette série-là, et qui a la description de cet immeuble. Il y a d'ailleurs eu un film très bien fait là-dessus, récemment, qui a bien montré le caractère très mauvais des relations qui s'établissent ainsi. Moi, je crois qu'une famille a besoin de sa maison individuelle. Je crois que les relations entre familles sont meilleures ainsi. Je crois que le grand ensemble n'a pas créé un voisinage, contrairement à l'espoir que l'on plaçait en lui. C'est un espoir qui était d'ailleurs légitime. Après tout, on se disait, les gens vont vivre porte à porte, ils s'entendront mieux, ils se connaîtront mieux, mais ils se sont surtout connus par le bruit qu'ils faisaient, parce qu'on n'a pas pris le soin de faire des cloisons isolantes. Je me souviens que dans une commission du plan dont je m'occupais, il est venu témoigner
le président de l'association des habitants de Sarcelles. Il nous disait, faire maintenant des cloisons isolantes, c'est d'un prix énorme. À l'origine, l'avoir fait, ça n'aurait pas été tellement coûteux. Mais voyez-vous, au fond, qui a vécu dans les immeubles à appartements? Des familles bourgeoises, les immeubles à appartements qui étaient faits avec toutes sortes de précautions, qui étaient coûteux. Or, en fait, la maison individuelle est moins coûteuse. Je me souviens d'avoir discuté souvent avec un de mes amis qui était ministre de la Construction en Angleterre, qui me disait « Je ne comprends pas pourquoi vous faites ces grands immeubles, vous dites que c'est moins cher. » Alors nous avons fait les études, notre maison individuelle est moins chère que ne serait un immeuble à étage. Je crois qu'on s'est trompé. Alors on les a fait bon marché avec de grands inconvénients, comme le bruit, et comme la dégradation rapide, comme le bruit aussi intervient. L'un de mes étudiants avait fait un mémoire excellent sur un grand ensemble que je ne nommerai pas. Il avait fait un mémoire excellent dans lequel il disait qu'il y avait grand conflit de génération dans cet immeuble parce que les jeunes, ils se rassemblaient. Ils se rassemblaient dans les escaliers, sur les paliers, n'ayant pas d'autre lieu de rassemblement, et que naturellement, avec les cloisons qu'il y avait, ça faisait beaucoup de bruit. C'est extrêmement dérangeant pour les personnes plus âgées. On conçoit que ça a été fait, mais je suis content de voir qu'on sort de cette lignée-là. Et je vous dis, c'est ce que j'avais dit dans mes notes sur l'habitat, cette commission, et qui se trouve dans Arcadie. Et je veux voir dans ce changement l'augure d'un changement dans la nature de notre croissance. Voyez-vous, nous avons, au lendemain de la guerre, adopté une orientation vers une rapide croissance économique, et au point de vue quantitatif, elle a été merveilleusement réussie, ça a été très rapide. Dans les années 50, ça a été du 4,9% de croissance par an. Dans les années 60, ça a été du 5,8, 5,9%. Ce sont des taux extraordinairement rapides, double ou 2 fois et demi les taux historiques américains qui nous avaient ébahis à l'époque, avec donc une rapidité extrême de transformation. Or, cette croissance, qui à l'origine était une croissance planifiée, est devenue de plus en plus une croissance sauvage, c'est-à-dire une croissance quantitative, qui, en soi, est une bonne chose parce que croissance des revenus, ce qui est bon socialement, plein emploi, ce qui est indispensable, et puis possibilité de dépenses sociales, ce qui est très bon. Donc, la croissance en elle-même est bonne. Seulement, croissance en quoi? Pour qui? Alors, dans la question des revenus, il s'est produit des phénomènes fâcheux, en ce sens que pour que tout le monde fût demandé, pour qu'il y ait place pour tout le monde sur le marché, il fallait que fussent surdemandés les gens particulièrement qualifiés. Ça a étiré la hiérarchie des revenus. Pour qu'il y ait une croissance très rapide, il fallait un taux élevé d'investissement, ça a accru la part du capital. C'est de la logique. D'autre part, nos mesures sociales étaient conçues relativement aux accidents naturels. Le chômage, la maladie, la vieillesse, les charges de famille. Et elle n'était pas conçue de façon à réparer les maux ou les inconvénients causés par la croissance elle-même. Or, une croissance à un rythme double ou deux fois et demi supérieur à celui qui s'est produit en Amérique devait produire un rythme très élevé de changement de structure sociale. En particulier, c'est en 15 ans que notre personnel, les effectifs agricoles se sont résorbés comme ils avaient fait en 30 ans aux États-Unis. De même, le petit commerçant, le petit artisan, vous savez qu'ils ont fondu, qu'ils sont reclassés au travail, ils sont souvent reclassés à des fonctions avec un statut inférieur et des gains inférieurs. Dans la classe ouvrière même, on cite des exemples dans des mémoires de la CGT qui sont très bien faits. On cite des exemples d'ouvriers qui étaient des ouvriers professionnels et qui, débauchés par une entreprise qui, elle, réduisait son personnel ou même fermait, ont été amenés à s'embaucher comme manœuvre dans d'autres entreprises. Tout ça, ce sont des transferts de main-d'œuvre, comme dit l'économiste.
des transferts de main-d'œuvre. Mais pour l'homme qui n'est pas seulement économiste, qui pense aux personnes, ce sont des déchirements, des changements de métier, souvent avec une dégradation. Ce sont des changements de domicile, souvent avec de grands frais. Comme par exemple, lorsqu'il y a une rénovation urbaine, et que cette rénovation urbaine oblige les gens à aller chercher des logements ailleurs, ceci aussi étudié par telle et telle de mes étudiantes. Et parce que je suis informé par mes étudiants, ils m'instruisent, ce n'est pas moi qui les instruis. C'est ça la joie de ce rapport. Bon, ils m'apprennent comment se passent les choses, parce qu'ils vont voir ce qui est absolument essentiel. Bon, alors, il y a toutes ces transformations, dont certaines sont pénibles, et que la rapidité rend plus pénible, voyez-vous. Et maintenant, moi, je voudrais passionnément que cette croissance qu'on a accélérée. Nous avons eu la croissance accélérée. Je voudrais qu'on passe à une croissance orientée, à une croissance dont on voit ce qu'elle va donner comme mode de vie et comme qualité de la vie. Et je crois que c'est ce que désire tout le monde. Le mécontentement qui s'est exprimé et que les enquêtes d'opinion faisaient connaître a pour son principe ce fait que nous avons une croissance sauvage et que d'autre part, nos systèmes de redistribution sont des systèmes ankylosés qui sont plutôt l'aboutissement des pensées d'avant-guerre, qu'ils ne répondent à une époque tout à fait nouvelle dans laquelle nous sommes entrés avec la croissance accélérée depuis la guerre. Donc, croissance, maintenant orienter la croissance et rendre rendre à la croissance économique le rôle qu'elle a eu au départ avec Jean Monnet, qui était de rassembler les espérances de la nation. C'est une formule de Bonaparte. De rassembler les espérances de la nation. Vous savez que Monnet a su faire venir tous les partenaires sociaux autour du plan. Il y a attiré les syndicalistes qui ont été absolument précieux dans la poursuite du plan, qui ont fait comprendre la nécessité de changement alors que les syndicalistes britanniques ne le comprenaient pas, et ce qui a été un grand sujet des difficultés économiques anglaises. Et puis, cette croissance qui était une croissance pour tous a cessé d'avoir ce caractère. Elle a cessé d'être un grand dessein national. Elle est devenue une croissance, je dis, sauvage. Et cette croissance sauvage, la France, la nation, n'a plus reconnu là-dedans un dessein et n'a plus reconnu là-dedans un grand projet national. Et c'est cela qu'il faut rechanger. Mais écoutez, franchement, dans le domaine de l'habitat, vous pensez qu'une décision ministérielle est suffisante pour renverser justement un processus ? Je pense, mon cher Éric Laurent, qu'elle est un indice. Je pense qu'elle annonce que l'on va voir les choses autrement, que l'on va voir les personnes humaines et comment elles vivent. Et voyez-vous, rien n'est plus difficile lorsque l'on est en haut que de voir les personnes. C'est ça qui fait la difficulté des hommes de pouvoir, et bien plus encore des hommes de pouvoir économique que des hommes de pouvoir politique, des hommes de ce pouvoir économique qui devient si grand et si international. Vous avez presque l'air de craindre d'ailleurs. Moi, toutes les formes de pouvoir me font peur. Mais si vous voulez, aujourd'hui, les formes de pouvoir qui sont de la grande entreprise sise aux États-Unis et qui s'étend sur presque tous les pays, cette forme de pouvoir, et qui est une forme de pouvoir sans responsabilité politique, elle m'effraie particulièrement, et le pouvoir politique m'apparaît tutélaire à l'égard de ce pouvoir, qui est un pouvoir producteur, mais non pas tutélaire. Par conséquent, si vous voulez, autant j'ai craint le pouvoir politique parce que j'avais vu ce qu'on pouvait en faire, je le crains toujours, je ne crains pas moins d'autres pouvoirs qui se sont tellement immensément accrus récemment. Mais je crois, il est mauvais quand il tombe de mauvaise main, bien sûr, mais quand il est trop grand, quand il règne sur trop de gens, il a ce défaut absolument fondamental que les gens ne voient pas leurs dépendants. Ils ne peuvent pas voir les gens qu'ils affectent. Ils sont trop nombreux. Ils ne peuvent penser qu'en gros, que synthétiquement. Et penser en gros, c'est ne pas voir les gens. C'est ne pas voir les personnes qui sont individuelles. C'est pour ça d'ailleurs, à mon sens, que la famille reprend tellement d'importance. Oui, enfin
Nous parlerons de ça une autre fois. Je veux dire, il faudrait voir les individus, reconnaître que chaque personne a une existence individuelle et qu'il doit être connu, reconnu comme tel, et de très en haut, on ne peut pas le voir. Si je dis que pour vous, le progrès, enfin, doit signifier le perfectionnement des hommes et leur épanouissement, vous êtes d'accord? Ah, bien sûr. Donc je suis tombé juste. Non, bien entendu, il est vrai que la plus de puissance à la disposition de l'homme est un moyen d'émerger du règne de la nécessité. C'est d'ailleurs une formule de Marx, ce n'est pas que je sois marxiste. Et Marx disait, le développement économique, je ne sais plus quelle était la formule exacte, il s'agit de passer du règne de la nécessité matérielle au règne de la liberté. Pour ça, il faut avoir surmonté la nécessité matérielle. Mais aussi, il ne faut pas toujours élever continuellement le niveau de la nécessité matérielle, parce qu'alors on n'émerge jamais à la liberté. Mais lorsqu'on parle, par exemple, certaines théories énoncent l'idée d'une croissance minimum et même d'une croissance nulle. Alors, écoutez, une croissance nulle, c'est une impossibilité parce que ce serait le chômage. Alors, le chômage, c'est la chose du monde que je redoute le plus. Ayant été frappé dans ma jeunesse, j'avais 20 ans, j'étais en Angleterre, il y avait des chômeurs, il y avait des quantités de chômeurs, puisque en aucune année des années 20, l'Angleterre n'a eu moins de 10% de chômeurs. Ce qui signifie elle a eu quelquefois 14%. Ce qui signifie en termes de population, combien de personnes? Oh, écoutez, ne me demandez pas une traduction exacte. D'autant plus que les statistiques de chômage portaient sur les syndiqués. Les statistiques étaient très imparfaites à l'époque, et elles le sont encore aujourd'hui. Mais il y avait donc ce chômage, enfin, il crevait les yeux, il était là. Et j'en ai immédiatement compris le contenu de misère, mais aussi le contenu d'humiliation. Ça, je crois que ce qu'on ne voit pas suffisamment quand on n'a pas été chômeur, c'est l'humiliation infligée à l'homme à qui on dit partout « on n'a pas besoin de vous », et qui est revenu à la table familiale, et là, sans avoir joué aucun rôle, sans être rien, et qui ne vit que d'aller percevoir ses allocations. C'était une chose affreuse. Donc, alors, arrêter la croissance, on ne le peut pas. On l'a arrêtée en 1929, en 1930, elle a été arrêtée. On a vu ce que ça donnait, n'est-ce pas? Non, c'est une catastrophe sans nom. Non, ce qu'il faut faire, c'est la rediriger. C'est qu'elle s'applique à d'autres choses. Parce que, évidemment, l'activité économique aujourd'hui, dans un pays riche, est surtout valable et surtout nécessaire par les emplois qu'elle donne. Et donc il faut que les gens soient employés. Et ils peuvent être employés à autre chose. Et en particulier, ils peuvent être employés à construire un environnement pour chaque famille. Moi, c'est la grande rediversion de notre progrès que je voudrais voir. Et cela est possible, cela n'est pas facile. D'ailleurs, rien n'est facile. Vous avez une immense machine économique qui est montée. Vous voyez que le moindre incident, qu'elle est extrêmement vulnérable. Et vous avez des quantités même de dirigeants d'entreprise qui voudraient produire autre chose. Mais ils disent, je suis bien obligé de produire pour une clientèle. Il y a une clientèle pour telle chose. Je continue à la produire. Offrez-moi une clientèle qui me permette de changer la direction de ces travaux, et je le ferai avec joie. Toute entreprise qui ne gagne pas d'argent, elle s'arrête. Elle ne peut pas réinvestir, elle ne peut pas continuer. Et les organisations qui ne gagnent pas d'argent ne vivent que des perceptions sur les organisations qui en gagnent. Nous ne pouvons pas multiplier les organisations perdantes, les organisations qui n'ont pas de ressources propres, qui n'ont de ressources que tirées de prélèvements. Vous savez, je suis très surpris parce que vous reliez directement la notion d'homme, enfin l'homme à la notion de progrès. Je vais vous dire, je suis très surpris parce qu'en général, je lis des théories ou sérieusement des analyses très brillantes, mais dont très souvent l'homme est absent. Ça, c'est frappant. Alors l'homme est absent, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que, bon, l'homme, d'abord, évidemment, nos manières de penser découpent déjà l'homme en deux. Il y a le producteur
qui vient au travail le matin, et puis il y a le consommateur, et c'est tout de même le même homme, mais ils sont situés de part et d'autre de l'entreprise, qui est une espèce d'arête centrale de la société. Et qui vous paraît la base de toute analyse économique. C'est la base de toute analyse économique, bien entendu. Et des analyses économiques qui reposent sur la vision du marché sans entreprise, ça suppose que nous nous réunissions sur une place en apportant chacun ce que nous avons de trop. C'est comme ça que commençaient les cours traditionnels d'économie politique autrefois. C'est tout à fait absurde. Parce que, en fait, l'économie a commencé par des gens qui allaient chercher au loin des soieries, des choses qu'on ne produisait pas, là où ils revenaient les vendre. C'est à cause de la variété, c'est par la variété que naît le commerce et puis que se développe l'industrie. Et ça, c'est le fait de l'entreprise. Alors, l'entreprise est certainement l'agent structurant de notre société. Et pour ça que ce qui est important, c'est d'arriver à divertir l'activité des entreprises vers... mais elles ne sont pas libres non plus de la divertir vers n'importe quoi qui me paraîtrait aimable. Elles ne peuvent pas. Et vous n'êtes pas frappé aussi par une autre chose, qui est l'absence de gratuité. Je veux dire, on fait toujours quelque chose, non sérieusement, dans le but d'en retirer quelque chose, et non pas de... Alors, il est certain qu'il y a une invasion du vénal partout. Par exemple, moi j'aurais voulu qu'un étudiant fît l'histoire de l'Olympique de Marseille vue comme entreprise. N'est-ce pas? Parce que nous avons là une commercialisation du sport, nous avons eu la commercialisation du ski. C'est bien fâcheux que nos jeunes filles ne soient plus premières dans les descentes parce que ça nuit au commerce français, des stations alpestres et de la fabrication de skis. Tout évidemment, c'est lié au commerce. Tout devient commercial. Ce qui est tout à fait contraire à l'esprit français. On se souvient qu'Ernest Renan disait, il y a plus d'un siècle, à la fin du Second Empire, il protestait contre l'idéal américain, assez curieusement. Ça paraît prématuré. Et il disait que quant à la France, nous pensons que toutes choses valables sont choses qui sont faites sans espoir de gain. Le prêtre, il citait le prêtre, le magistrat, l'homme de lettres sérieux. Pourquoi riez-vous? Je ris à cause de l'adjectif, n'est-ce pas? Je pense qu'il aurait peut-être exclu des hommes de lettres sérieux certains romanciers qui sont devenus des classiques. Mais quoi qu'il en soit, c'est très bien, mais ces gens qui ne vivent pas pour le gain et qui auraient honte, dit Renan, qui auraient honte de rechercher le gain dans ce qu'ils font, ils vivent bien de quelque chose. Celui qui ne gagne pas, il vit de ce qui lui est donné. Ça peut lui être donné par l'État, le magistrat, par les fidèles, le prêtre, qui vit très mal, l'homme de lettres. Par la vente de ses livres. Or, les livres ne se vendent plus beaucoup, surtout des livres d'hommes de lettres sérieux, comme l'entendait Renan. Par conséquent, il ne faut pas prendre il ne faut pas confondre nos vœux. Moi, je sens comme Renan, mais ce n'est pas sérieux, parce que ce n'est pas l'homme de lettres sérieux qui fera l'augmentation des salaires ouvriers. Et ça m'intéresse. L'augmentation des salaires ouvriers, elle suppose qu'ils soient employés par des gens qui vendent. Il faut tout de même se réconcilier avec la réalité. Il faut la changer, mais il faut d'abord l'apercevoir. Au fond, vous seriez presque un réformiste. Écoutez, je crois que tout homme... je crois qu'il n'y a que des réformistes. Mais déjà et surtout un réformiste. Radical? Non, vous n'êtes pas quelqu'un... Écoutez, moi je ne fais pas du tout de politique. Non, mais comme terme. Oui. J'en suis bien aise. Je ne suis pas un révolutionnaire, parce que les révolutions, ils sortent en général tout autre chose que ce que vous souhaitez ceux qui les ont faites. Je crois qu'en effet, il faut modifier. Si vous voulez que je vous dise mon idéal, c'est le rôle des web, du ménage web, dans les années depuis 1890 à 1920, dans lesquelles il s'efforçait de faire passer certaines idées
qui étaient certains projets. Il s'efforçait de mettre en rapport des gens qui avaient des connaissances avec des gens qui avaient des pouvoirs. Évidemment, je ne les mets pas en relation, moi, parce que je ne vois personne. Je vois personne, je vois que des étudiants. Et puis alors, dans nos réunions de discussion, des collègues économistes, des statisticiens, des fonctionnaires, pas des gens de pouvoir. Je ne vois pas du tout de gens de pouvoir. Mais avec cette réserve, en effet, essayer de faire passer. Mais vous aviez été très intéressé, m'avez-vous dit, ou avez-vous dit, par mai 68 ? Ah oui, j'ai été très intéressé par mai 68. Je vais vous dire pourquoi, mais c'est pour des raisons toutes personnelles. Je suis venu tard à l'enseignement. J'ai d'abord enseigné en Angleterre, aux États-Unis, et puis ensuite, on m'a fait l'honneur de m'inviter à Paris. J'ai été frappé, c'était avant 68, j'ai été frappé du peu de réaction des étudiants à l'enseignement que j'essayais de leur donner. Je veux dire, ils ne discutaient pas. Ils prenaient des notes. Et puis, ils ne semblaient pas parler entre eux. Il n'y avait pas de communication. Et il n'y avait pas de dialogue. Et alors, mai 68, pour moi, ça a été... certains d'entre eux ont dit « nous prenons la parole ». Mais j'étais ravi qu'ils prissent la parole, même pour dire des bêtises. Parce que, enfin, c'était la vie, n'est-ce pas? Et moi, ça m'a beaucoup intéressé pendant les 6 ou 7 semaines d'occupation de notre faculté. J'étais là tous les jours, assidûment, pour discuter avec eux. Parce que je disais, maintenant vous parlez, alors je peux parler avec vous. Et vous les questionniez? Je questionnais, on discutait, etc. C'était tout à fait passionnant. Il en est resté quelque chose. Il y a tout de même de nouvelles habitudes. Même parmi les élèves que vous avez maintenant et qui n'ont pas participé? Je n'ai pas d'élèves. Même parmi les étudiants, pardon pour ce mauvais réflexe. Oui, les étudiants, moi, vous savez, j'ai beaucoup de chance dans mes étudiants. J'ai des gens très intéressants, qui m'instruisent beaucoup, parce qu'ils font des recherches monographiques que je leur demande, que je leur conseille. Eh bien, ces résultats de ces recherches sont très instructifs pour moi. J'ai toujours aimé aller voir. J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas penser dans son cabinet, mais aller voir. Et c'est pour ça que j'ai aimé le métier de journaliste. Alors, maintenant, je suis dans la 70e année et je n'ai plus cette mobilité. Alors, les étudiants vont voir pour moi. Mais vous avez toujours gardé psychologiquement cette mentalité d'observateur? Bien entendu, parce que comment voulez-vous connaître les choses si on ne les a pas vues? Savoir ce que c'est, savoir ce qui se passe, savoir comment les choses se passent. Il faut regarder. Mais Monsieur Éric Laurent, votre génération va avoir une tâche énorme et passionnante, c'est de changer le cours du progrès. À l'heure actuelle, il semble que nous soyons emportés par un progrès dont nous demandons où il nous mène et que nous ne menons pas. Alors, le progrès, c'est un thème passionnant parce que c'est la grande religion séculière de l'Occident et celle que l'Occident a réussi à rendre universelle, la seule. J'ajouterais presque hélas. Mais ce progrès, il a été conçu différemment, à différentes époques. Au XVIIIe siècle, il était conçu comme progrès de la raison, du jugement, de la capacité personnelle et de l'indépendance. De l'indépendance par justement le développement de la raison. Et on y associait l'indépendance économique. Une chose curieuse que le grand Condorcet, lorsqu'il a écrit son esquisse d'un tableau des progrès humains en 1793, dans lequel il inventait les assurances sociales. Ah bon? Dans lequel il inventait les assurances sociales, oui, il considérait, il répondait sans le faire explicitement, il répondait à Montesquieu, qui avait dit un homme qui gagne 100 écus par an est aussi bien qu'un homme qui a cette rente. Et il disait non, car la fortune du travail est viagère, cet homme va vieillir, cet homme peut avoir des accidents, et cet homme peut être malade, et par conséquent, il faut l'assurer contre ces accidents de la vie par une assurance mutuelle. Il faut combattre le hasard par le hasard, disait-il. Bien. Eh bien, donc, il y avait cette idée ancienne, mais ce que Condorcet n'a pas du tout vu, ce sont les grandes organisations. Il l'a tellement peu vu qu'il considérait aussi que
les versements que l'on faisait dès la naissance d'un enfant, et les versements qui allaient à une caisse commune, permettraient à chaque enfant survivant à l'âge de 30 ans, vous savez qu'il y avait une très grande mortalité infantile à cette époque, permettait à chaque personne arrivant à l'âge d'homme et à l'âge de s'établir, d'avoir un capital pour s'établir à son compte. Donc il n'a pas du tout vu que nous serions tous ou presque tous salariés de grandes organisations. C'est un phénomène qu'il n'a pas vu. Non plus qu'il n'a vu le développement de l'énergie, tout ce qu'elle a permis. Mais son idée était donc le développement des capacités individuelles, le développement de l'indépendance individuelle, et le progrès a changé complètement de visage au XIXe siècle, précisément par l'intervention de ces immenses forces, charbon et puis ensuite pétrole, qui a permis le développement de très grandes organisations et qui a suscité un enthousiasme extraordinaire pour le pouvoir, la puissance humaine, n'est-ce pas ? L'homme s'est senti puissant et il a admiré cette puissance dans les expositions universelles, notamment la grande exposition de Londres en 1851, 6 millions de visiteurs, et l'exposition de Paris 1867, laquelle présentait très bien l'histoire de la puissance humaine en montrant dans un cercle extérieur toutes les machines les plus récentes, et à l'intérieur de ce cercle était située une sorte de spirale qui montrait le développement depuis l'âge de pierre de tous les outils dont l'homme s'était servi, donc ascension prodigieuse de l'homme, ce qui s'accordait bien avec la théorie de Darwin. Vous savez qu'à l'occasion de la théorie de Darwin, alors que beaucoup reprochaient à Darwin de faire descendre l'homme du singe, Broca a répondu « Quant à moi, j'ai mieux être un singe promu qu'un Adam déchu ». Le XIXe siècle a donc été enivré de ce progrès des forces humaines. Et on en voit la trace dans tous les écrits qui le célèbrent. Et pourtant, ce XIXe siècle a été un siècle horriblement pénible pour les travailleurs. Par conséquent, le progrès de la force humaine peut s'accompagner d'un malheur des hommes, pris en particulier. C'est ce que disait Henry George dans son fameux livre « Progrès et pauvreté » en 1879, si je me souviens bien. La question est donc de diriger le progrès vers l'épanouissement de l'homme. Ça suppose que d'une façon quelconque, les projets, les personnes puissent s'accomplir, alors, et c'est plus important que les personnes puissent s'accomplir que l'accomplissement des institutions. Pourtant, vous aviez déclaré autrefois que le progrès n'avait jamais eu pour motivation d'améliorer la vie des hommes, mais seulement d'aller toujours plus vite, plus loin et d'augmenter la puissance. Vous êtes toujours d'accord avec ce raisonnement ? Bien, la motivation immédiate a toujours été celle-là, oui. Remarquez que Francis Bacon disait, lui, le but de la connaissance est d'améliorer l'héritage humain et d'améliorer ce dont les hommes disposent. Oui, c'est une vision humaniste qui est un peu disparue. C'est une vision humaniste. Le fait est que chaque progrès a été réalisé, chaque progrès matériel a été réalisé pour atteindre un but de puissance. Et sinon, et si ce n'a pas été le cas, il a été tout de suite transformé en puissance. Regardez, le projet d'Henri le Navigateur, qui était le projet de connaître l'Afrique et de donner la main aux monarques chrétiens d'Abyssinie, a donné lieu à quelle épouvantable brutalité et violence des Européens à l'égard des pays qu'ils ont pu atteindre grâce aux caravelles. Il y a donc une utilisation du progrès pour la puissance et une relance du progrès par le souci de puissance. Il est évident que le développement de l'énergie atomique, il a bien eu pour principe une arme. C'est à l'occasion de la recherche d'une arme que l'on a inventé, car c'est une invention sociale réelle, le processus de recherche-développement qui consistait à lier une découverte se produisant au cime de la science, faite par des gens qui ne pensaient pas du tout
à la bombe, faite par Hannes Strassmann à Berlin en 1939, et on a lié cela par des équipes de savants et de techniciens à l'obtention rapide d'un produit pratique qui a été une enseigne lumineuse. La bombe de Hiroshima a été une horrible enseigne lumineuse pour la recherche-développement, pour le processus de recherche-développement, pour l'intégration de la science dans des choses pratiques. Mais est-ce qu'on peut être plus optimiste aujourd'hui sur les conséquences du progrès? Écoutez, il n'y a pas à être optimiste ou pessimiste, il y a à être alerté et à veiller à ce que les choses qui peuvent servir au mal servent au bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui le progrès peut conduire à un développement culturel plus important qu'auparavant, par rapport au 19e siècle, qui était un siècle effectivement délaissé, où certaines classes étaient complètement délaissées? Alors là, nous avons évidemment l'atout de la télévision lorsqu'on s'en sert bien, et de la radio lorsque l'on s'en sert bien. Ce n'est malheureusement pas un moyen de communication, puisque les personnes à qui, grâce à vous, j'ai le plaisir de parler, ne peuvent pas me répondre. Alors donc, il n'y a pas de communication. Il y a quelque chose, une parole qui tombe. Une parole qui tombe. Et ça, c'est un très grave inconvénient, parce que le dialogue est essentiel. Moi, je considère, par exemple, j'ai le privilège d'avoir des étudiants, eh bien, j'aurais horreur de leur faire cours d'une chaire. J'ai le plaisir de dialoguer avec eux. Et c'est d'ailleurs en dialoguant avec eux que je trouve quoi leur dire. Parce que ce sont leurs aspirations, leurs espérances, leurs doutes qui doivent alimenter la recherche. Et d'ailleurs, les recherches qu'ils font alimentent mon information. Mais comment voyez-vous vos étudiants qui sont très souvent les responsables de l'an 2000? Ah ben c'est bien ainsi que je l'entends. C'est pourquoi 1985 et 1985-2000 sont pour moi des dates qui sont accrochées aux carrières des jeunes femmes et des jeunes hommes que j'ai le plaisir d'avoir avec moi. C'est l'époque où ils régneront, où leur génération régnera. Une génération succède à une autre, bien entendu. La définition même de la génération. C'est triste à dire ou... Comment? Est-ce que c'est triste à énoncer, vous par exemple? Comment dire triste? Est-ce qu'une génération succède à une autre? Ben non, mais c'est merveilleux. Oui. Ben c'est merveilleux, bien. Mais pourquoi c'est merveilleux? Parce qu'on se dit ce que je n'ai pas fait et ce que je n'ai pas réussi, les autres le feront. Et écoutez, là, vous n'êtes pas encore père, monsieur Eric Laurent, vous êtes trop jeune, mais vous verrez quand vous serez père et que vous verrez que votre fils est mieux que vous, comme c'est mon cas, par exemple. Je me dis, mais mon fils a 26 ans, à 26 ans, puis j'ai écrit 2 livres, mais qui étaient très jeunes. À 26 ans, je ne valais pas ce qu'il vaut. Alors ça, c'était la grande satisfaction. C'est ça le vrai progrès. Est-ce que je peux vous offrir une courte parenthèse? Vous n'avez pas une impression de survalorisation vis-à-vis de votre fils que je ne connais pas, mais surtout de sous-valorisation de vous? Je ne sais pas pour quelle raison, mais... Mais non, écoutez, souhaiter que les autres soient mieux que vous et s'en réjouir, c'est naturel. Alors c'est là que je serais pessimiste, si je ne le croyais pas. Là, je serais profondément pessimiste. Si je disais, ils seront moins bien que moi, mais alors, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, je m'en sentirais responsable. Non, ils doivent être mieux. Ils doivent être mieux. Et ils ont besoin d'être mieux, parce qu'ils ont affaire à des situations de plus en plus complexes. C'est le monde qui sera, c'est votre génération aussi, le monde que vous aurez à régir sera un monde plus difficile, plus hasardeux que celui dans lequel nous sommes. Par rapport au monde dans lequel vous serez, le monde dans lequel nous sommes à l'heure actuelle apparaîtra peut-être comme un âge d'or. Mais quelles sont les différences marquantes entre les étudiants que vous avez et les gens qui étaient de votre génération, au même âge? Les différences marquantes, c'est d'abord qu'ils sont plus informés. L'information est une chose nouvelle, n'est-ce pas? Le développement énorme des statistiques, fait par des gens auxquels il faut rendre hommage. Moi, j'aime beaucoup les statisticiens, ce sont des gens qui se donnent un mal fou. Eh bien, le développement des statistiques est une chose qui est très, très importante. Moi, je considère que les statistiques doivent être complétées par des monographies. C'est
que les étudiants font. Et ça, j'y attache beaucoup d'importance parce qu'il n'y a pas d'archétype, il n'y a pas l'ouvrier, il n'y a pas le cadre. C'est pas comme ça. Il y a des gens qui sont très différents. Il fallait regarder ces gens individuellement. Le progrès, il s'inscrit dans les personnes. Il ne s'inscrit pas dans les outillages. Les outillages sont un moyen. Les personnes qui s'accomplissent, ça c'est important. Et on n'a pas l'impression que nous vivons dans un monde de grande organisation, justement, où l'autonomie est particulièrement réduite, justement. Les grandes organisations doivent servir les individus. Elles ne sont pas des fins en soi. Aucune organisation n'est une fin en soi. Une organisation est destinée, je m'excuse de me répéter, à servir les personnes, et il faut avoir continuellement conscience de ces personnes. C'est pour elles que l'on travaille. Bertrand Jouvenel, est-ce que vous êtes d'accord avec la plupart des propos apocalyptiques ou des analyses justement pessimistes tenues sur notre société, sur notre monde, considérées comme étant en désagrégation, comme étant justement plus ou moins dissolues et disparaissant, enfin, dont les valeurs elles se dissolvent? Est-ce que vous voulez parler de difficultés matérielles comme la crise de l'énergie sur laquelle reposent tous nos modes de vie, ou est-ce que vous voulez parler de problèmes moraux et psychologiques? Moraux et psychologiques. Bon. Alors là, je ne suis pas du tout dans le courant de ce que je lis. Premièrement, je suis frappé de l'importance croissante prise par la famille, contrairement à ce que l'on dit. Et je suis frappé du sentiment croissant de ce que j'appellerais l'honneur professionnel et la conscience professionnelle. Et ce sont d'ailleurs deux sentiments qui sont absolument nécessaires dans une société aussi complexe que la nôtre, où nous dépendons de tout le monde, et tout le monde dépend un peu de nous. Nous rendons des services à des inconnus, sauf le médecin, surtout qui rend des services à des gens qui le voient et qui lui en sont directement reconnaissants, à un moindre degré l'enseignant. Mais en général, nous rendons les services à des inconnus et les services nous sont rendus par des inconnus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus lié à ces rapports, il n'y a plus de lien affectif comme entre personnes qui se connaissent, qui se voient, qui se connaissent. Et par conséquent, il manque une chaleur à cette société, et cette chaleur, elle se retrouve dans la famille, et la chaleur familiale est d'autant plus indispensable. Et s'il est vrai que les liens familiaux de cousinage se sont fort détendus, il n'est pas moins vrai que les liens familiaux au sens du ménage et de ses enfants se sont énormément resserrés. Et que la famille est le lieu où les gens s'entreconnaissent, s'entreprécient, s'entre-tolèrent, s'entraident. Vous savez, Rousseau, que j'aime infiniment, Rousseau disait « Il y a deux sortes de langues, les langues du Nord qui sont rudes et qui disent « aide-moi », et les langues du Midi qui sont douces et qui disent « aime-moi ». Le langage à l'intérieur de la famille, c'est ce langage que Rousseau disait méridional, c'est le langage « aime-moi ». Et ce langage est essentiel. Et la mère connaît chacun de ses enfants, elle connaît ses particularités, elle les comprend, elle en tient compte. Et c'est ainsi qu'elle aide chaque enfant à développer ses facultés propres, qui sont différentes chez tous. Alors cette perception des différences, elle est impossible à quiconque traite les êtres humains en gros et est obligé de les traiter en gros parce qu'il a en traité beaucoup. Que ce soit une administration à l'égard de ses assujettis, que ce soit une grande entreprise à l'égard de ses travailleurs, que ce soit même des enseignants à l'égard de classes très nombreuses. Bon. Vous ne pouvez pas suffisamment discerner les personnes, les traiter chacune pour elles-mêmes. Et ça, la famille en est le lieu. Et de la famille, de ce traitement qu'il reçoit de la mère, et qui est absolument essentiel à sa formation, l'enfant reçoit la faculté de, à son tour, traiter ainsi l'être avec lequel il se liera, son époux ou son épouse.
Donc, je crois que c'est à mesure que la solidarité de voisinage que se resserre, se disloque, les liens familiaux doivent se resserrer. D'autre part, dans la mesure où nous avons affaire, en effet, le rôle que nous jouons est un rôle que nous jouons à l'égard de gens qui ne nous connaissent pas et que nous ne connaissons pas, il faut que nous soyons tenus de le bien jouer par l'amour de l'art. On dit l'amour du métier, l'honneur professionnel, la conscience professionnelle. Et moi, j'en vois dans tous les étages sociaux des exemples qui me ravissent. Mais enfin, les gens se conduisent très bien. De quoi se plaint-on? De bavure. De bavure, comme les familles. Moi, je vois les étudiants, mes étudiants, c'est une expression que les étudiants n'aiment pas, mais enfin, je suis lié à eux affectivement. Je vois, ils se marient jeunes, ils ont des enfants, ils adorent leurs enfants, ils s'en occupent, ils forment de très bons ménages. Ce sont des familles heureuses, des gens qui ont le sentiment de l'honneur professionnel et le sentiment d'être, comme disait saint Paul, je crois que c'est Christ disait, soyez tous les serviteurs les uns des autres. Une économie grande et complexe, on est chacun les serviteurs des autres. Au moins, il faut être reconnu comme tel. Il faut qu'on vous reconnaisse une dignité. Il faut la reconnaître à chaque homme qui joue des rôles différents, à des étages différents. Parce que ce n'est pas l'étage qui fait la dignité. N'est-ce pas? Et c'est ça, une grande erreur sociale. Enfin, elle doit être surmontée. Elle doit reconnaître que, assurément, l'éboueur est beaucoup plus important que l'architecte de Villa-sur-Mer. Et si l'éboueur s'arrête, eh bien, la ville est empoisonnée. Il y a donc une dignité dans ce travail, et l'homme doit être traité selon la dignité de ce travail. Vous savez que l'ancien rêve des socialistes, c'était de rémunérer le travail, d'autant plus qu'il est plus désagréable. Vous savez qu'il n'en est pas ainsi dans notre société, qu'en fait, ce sont les travaux les plus intéressants qui sont aussi les plus rémunérés, ce qui est vraiment cumuler les avantages. Mais au moins, d'ailleurs, il faut certainement diminuer cette hiérarchie considérablement aggravée par le prestige qu'on donne au diplôme, un prestige tout à fait exagéré. Mais il faut en tout cas reconnaître à chacun la dignité de son travail et saluer en lui ça, et ainsi justifier l'estime qu'il fait lui-même de son travail. Comment veut-on qu'un homme soit fier de son travail si les autres ne respectent pas son rôle? Est-ce qu'on n'a pas l'impression tout de même que le resserrement des liens familiaux est dû au fait aussi que ça constitue peut-être le dernier rempart, la dernière protection contre un univers hostile? Un univers qui n'est pas tellement hostile que incompris. Incompris est très difficile à comprendre, car vous savez que depuis plus de 50 ans, je prends la tâche d'essayer de comprendre mon époque. Or, le changement s'accélérant, les transformations sont si rapides et si nombreuses que tout change de figure. Pour vous donner un exemple plaisant, on parlait d'autrefois des rentiers. Dieu sait s'ils jouent un rôle. Alors, dans l'ancien régime, bien entendu, la classe privilégiée était formée de rentiers. Et puis, dans la classe bourgeoise, comme Pierre d'Angle, le père d'Angle, la société à la propriété, disait Cambacérès, donc la nouvelle société qui a été fondée par Brumaire, et c'était une société aussi où il y avait des rentiers. Puis, vous connaissez les rentiers, vous? Je ne connais pas, moi. Je ne sais pas s'il en existe encore. Mais il y a de nouveaux rentiers, ce sont les chèques. N'est-ce pas? Ils sont rentiers parce qu'ils touchent des sommes énormes pour des populations minimes, n'est-ce pas? Parce qu'ils se trouvent être les propriétaires de cette ressource rare, le pétrole, n'est-ce pas? Donc, vous avez de nouveaux rentiers. Le rentier reparaît sous une figure tout à fait inattendue. Bon, je peux dire, c'est une manière plaisante de dire que vous avez les types sociaux qui changent. Changement de types sociaux, encore une fois, au XVIIIe siècle, Condorcet, XVIIIe siècle, Condorcet n'imaginait pas la société autrement que formée de travailleurs indépendants. Le développement des travailleurs indépendants, la formation d'assurance à la naissance, de cotisation à la naissance qui permettrait à chaque homme atteignant un âge mûr de devenir propriétaire de son établissement. C'était son rêve. Aujourd'hui,
le petit commerçant, le petit artisan, le petit exploitant agricole, ils appartiennent à un monde qui se brise, comme d'ailleurs l'homme de lettres, qui est aussi un artisan. Voilà, tout ça, tout ce qui est entreprise individuelle. Alors, vous avez un énorme changement, une révolution sociale qui s'est faite. Suivre tout cela, comprendre tout cela, s'y ajuster, c'est extrêmement difficile. Et alors, les solidarités étroites, les solidarités intimes prennent d'autant plus d'importance. En effet, vous avez raison. La famille est un rempart de certitude contre cette incertitude. Et puis alors, il faut bien dire aussi quel est le moyen de formation des jeunes. Vous voyez, il faut bien dire qu'un effort financier, intellectuel et moral énorme est demandé aux parents aujourd'hui, en ces temps d'éducation très prolongés, pour soutenir, porter leurs enfants jusqu'à un degré d'éducation, de diplôme, qui va leur ouvrir des perspectives montantes dans la société. Car notre société est ainsi faite qu'à 25 ans, tout est joué. Ou bien vous êtes sur une trajectoire de carrière qui est plate, parce que vous avez une éducation qui ne vous qualifie pas suffisamment, ou bien vous êtes une trajectoire montante et qui vous ouvre toutes les perspectives parce que vous avez les diplômes suffisants. C'est là une grande injustice. C'est une nouvelle forme de la discrimination, de division de classe. C'est le fait. Je crois qu'il faut le redresser. Je crois qu'il faudrait donner beaucoup moins de place aux diplômes. Je crois qu'il ne faudrait pas que l'éducation soit aussi longue parce que la longueur de l'éducation impose des charges dans lesquelles la différence de revenus des parents se traduit de plus en plus, joue de plus en plus. Il est de plus en plus difficile de supporter la charge des enfants longtemps, puis l'éducation est lente. Je voudrais changer ça, mais comme nous le trouvons aujourd'hui, il est essentiel que les parents aident les enfants à soutenir l'effort d'éducation et y réussir, et ils doivent le faire, ils sont obligés de le faire financièrement, et ils doivent le faire aussi moralement, parce que les parents peuvent n'être pas du tout qualifiés pour aider leurs enfants intellectuellement. C'est le cas de la plupart d'entre nous, parce que l'éducation change, ce qui est demandé n'est pas ce que nous avons appris, etc. Bon, alors on est dépassé par cela, mais il n'en reste pas moins qu'il y a l'appui moral, le sentiment donné à l'enfant ou au jeune, qu'on est derrière lui, que l'on comprend ses efforts, que l'on comprend ses déconvenues, qu'on le soutient. Et par conséquent, la famille, là, joue un très grand rôle. Et d'ailleurs, vous voyez bien, on a fait des statistiques pour voir que les enfants sortant de certaines familles avaient plus de chance que les autres. On a d'ailleurs trouvé que les enfants venant de professions libérales avaient plus de chance que les enfants venant de gens plus riches, mais qui n'étaient pas des gens culturels, si j'ose dire. Parce que les enfants de profession libérale ont plus le goût de l'étude, surtout les enfants de... Bon. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les enfants ont d'autant moins de chance que la famille est plus désunie. Les enfants de familles unies ont en général sont mieux portés, soutenus, parce qu'ils sont compris. Donc je crois que la famille, c'est extrêmement important. Et puis... ce qui est important aussi, c'est que les jeunes, les enfants, les jeunes apprennent dans la famille l'amour du travail bien fait. Dans quelques années, une majorité de la population active française travaillera dans le secteur tertiaire, celui des services, des administrations, des bureaux. On ne peut pas dire tout de même que là, il y aura une grande joie, une grande satisfaction. Du travail bien fait, non ? C'est tout à fait curieux, vous savez, à quelle chose on peut s'intéresser à partir du moment où on s'est dit qu'on veut le faire. C'est très étonnant. On est obligé de faire une chose, et puis, peu à peu, bien sûr, pour le travail à la chaîne, qui est purement monotone, ça, vraiment, ma femme l'a fait une fois dans sa jeunesse, l'a fait pendant quelque temps dans sa jeunesse, elle en a gardé un fort mauvais souvenir. Je crois naturellement qu'il faut rendre le travail intéressant. Et ceci, il faut alors que le travailleur s'y intéresse aussi. Il faut qu'il y mette du sien. Et je reconnais que là, il y a une collaboration pour tout. Mais là, ce sont des problèmes que je ne peux pas résoudre. Moi, je n'ai jamais été chef d'entreprise, n'est-ce pas ? Est-ce que vous estimez, Bertrand Jouvenel, que les progrès réalisés par notre société sont également accrus sur le plan culturel ? Non, je ne le crois pas. Je crois que nous avons beaucoup plus développé nos facultés extérieures, nos moyens de faire,
que nos facultés intérieures, celles qui tiennent à la personne. Et cela, c'est grand dommage. Et nous comprenons mieux, semble-t-il, les machines que nous créons, que l'homme que nous n'avons pas créé. Et l'homme diffère fondamentalement de la machine en ceci que d'une machine, on sait à l'avance ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Elle a été construite pour faire certaines choses, elle peut les faire. Elle n'a pas été construite pour en faire d'autres, elle ne peut pas les faire. Ce qui est intéressant à l'homme, c'est qu'il n'est pas tel. C'est que de l'homme, on ne sait pas ce qu'il pourra faire. Parce que ses facultés ne sont pas construites par l'ingénieur. Elles sont enveloppées dans les gènes. Et elles sont enveloppées et elles vont se développer ou ne pas se développer. Et c'est là le véritable drame humain. Ce sont les facultés qui ne se développent pas. J'ai l'impression qu'il y a une immense part de déchets. Ah, j'en suis sûr, oui. Oui. J'en suis sûr, oui. Vous voyez, moi je pense toujours, puisque je pense, au point de vue éducation, je pense développement des facultés. C'est ça que je vois. Ce n'est pas de donner des connaissances. C'est développer les facultés. Je pense à une comparaison avec l'éducation athlétique. J'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse. J'ai beaucoup aimé le sport. Le sport, qu'est-ce que c'est ? Ça ne consiste pas à ce qu'on vous apprenne le nom des gens qui ont gagné les championnats de boxe welter depuis le début. Et ça consiste en ce qu'on vous apprenne à vous servir de votre corps, à développer les aptitudes de votre corps. Et la réussite va dépendre de votre volonté à vous, car c'est vous qui courez, c'est vous qui sautez, ça n'est pas l'entraîneur. Il me semble que c'est vraiment l'image de l'éducation telle que je la rêve. L'éducation qui appelle, qui donne la chance aux gens de développer les facultés qu'ils ont. Et vous n'allez pas faire, l'un va être un lanceur de poids, l'autre va être un coureur. Vous n'allez pas dire que celui qui est lanceur de poids est inférieur parce qu'il court moins vite, ni le contraire, comprenez-vous. Chacun se développera selon son génie propre, c'est d'ailleurs dit dans l'Évangile, n'est-ce pas? Et bon, et ceci, je pense que ça doit se faire pour les facultés intellectuelles. Il n'y a pas de raison qu'elles soient les mêmes chez chacun de nous. Il n'y a pas de raison, je ne veux pas dire qu'elles soient égales, mais je ne veux pas dire qu'elles soient, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'elles soient semblables. Il n'y a pas de raison que quelqu'un ait la capacité de raisonner mathématiquement aussi bien que quelqu'un qui a la capacité de traduire des impressions picturales, n'est-ce pas? Ce sont des choses différentes. Nous avons des facultés différentes, des dons différents. L'essentiel est que chacun développe les siens. Et il y a cependant des facultés qui sont plus importantes encore à mes yeux que les facultés intellectuelles, ce sont les facultés affectives. Et je crois que ça, c'est tout à fait essentiel de les développer et qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas, sauf les mères, bien entendu, et je vais y venir. Mais on ne pense pas à l'école que apprendre aux enfants à aimer des choses, apprendre aux enfants à apprécier des choses, à prendre plaisir à des choses, à prendre soin des choses, des gens, et avoir des égards pour autrui, à penser à autrui, au plaisir d'autrui comme au sien propre, que cela est tout à fait essentiel à une civilisation, que des êtres ne sont pas civilisés s'ils n'ont pas développé leurs facultés affectives. Ils peuvent être des brutes ayant développé leurs capacités intellectuelles. Les capacités intellectuelles ne sont pas la vertu. Bon. Alors, ceci donc suppose que l'éducation, la partie la plus importante de l'éducation, à mes yeux, celle qui développe ses facultés affectives, et ça, c'est l'éducation qui est donnée par la mère. Pourquoi les femmes? Pourquoi la mère? Parce que c'est de l'éducation première. C'est la première formation. Vous savez, on sait bien, les savants ont trouvé que l'enfant est plus influençable plus il est jeune, n'est-ce pas? C'est donc dans ces jeunes années qu'il faut lui donner de bonnes habitudes. Et les meilleures habitudes sont les habitudes du cœur. C'est à cette époque-là qu'il faut développer les penchants aimables, comme disait Rousseau. Rousseau disait « Je ne suis pas vertueux, mais je crois que la nature m'avait doué de penchants aimables. »
C'est une expression que j'aime à reprendre, parce que la vertu, c'est très difficile, et que les penchants aimables, si on peut les s'en développer, c'est une bien bonne chose. Je dis, l'éducation, c'est à la mère qu'il appartient d'abord de faire cela. Et son rôle dans l'éducation est absolument capital, puisque ce sont les jeunes aînés qui sont sous son égide. Et l'enfant va se ressentir toute sa vie de l'affection qui lui aura été montrée, de ce qu'on lui aura enseigné aussi à être respectueux d'autrui. Je veux dire, par exemple, le nourrisson, naturellement, appelle sa mère. Il ne se soucie pas de la déranger. L'enfant un peu plus âgé pense que maman travaille, que maman est occupée, que maman dort, et c'est le début des égards pour autrui, qui vont faire de lui une personne civilisée. Puisque Rousseau, encore, disait le méchant est celui qui ne voit l'autre que comme ne l'aidant pas assez ou lui faisant obstacle. C'est la définition du méchant chez Rousseau. La civilisation moderne nous privatise, nous individualise et nous pousse à être ressemblés aux méchants de Rousseau. Penser à l'autre en termes du concurrent ou de quelqu'un qui ne nous apporte pas l'appui que nous attendons de lui. Alors qu'il faut penser à lui en pensant qu'est-ce que l'on peut faire pour lui et comment ne pas le froisser, comment ménager sa dignité, bon. Toutes ces choses sont extrêmement importantes et c'est la mère qui l'enseigne. À défaut de la mère, c'est la crèche. Et ensuite, c'est peut-être l'école primaire qui est la plus importante des écoles. Je dis, le degré d'importance des enseignements tient à leur degré de proximité à la naissance. À mesure qu'on s'éloigne de la naissance, que l'enfant est plus âgé, qu'il n'est plus un enfant, eh bien, l'influence sur lui de l'enseignant est de plus en plus faible. Et c'était bien ainsi. Il serait fâcheux que la personnalité restât toujours malléable. Il serait tout à fait fâcheux. Dans cette première éducation, que se développent les possibilités d'une société civilisée. Car il n'y a pas de société civilisée entre des gens qui n'ont pas des facultés affectives développées, qui n'aiment pas leurs voisins, qui n'aiment pas les fleurs, qui n'aiment pas les arbres, qui ne sont pas sensibles au charme des animaux, qui ne pensent pas que nous ne sommes pas sur la planète uniquement pour la couvrir d'asphalte, mais aussi pour apprécier tous les dons de la nature. Vous n'avez pas l'impression également, le rôle de la mère est important et même primordial, mais vous n'avez pas l'impression qu'un enfant est également soumis à des quantités d'influences extérieures que même les parents ne connaîtront jamais, qui sont très importantes? Naturellement qu'il faut pas élever les enfants en vase clos, ça serait tout à fait absurde. Un enfant doit être exposé à tous les stimuli extérieurs. Ou même des effets négatifs, je parlais d'effets négatifs, oui, effets traumatisants. Parmi les effets, il y en a de positifs, il y en a de négatifs. Il est certain que l'enfant a besoin d'être sorti de sa mère, qui est sa productrice et qui est la productrice de sa première éducation. Tout ça, je voudrais insister là-dessus. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Et ça ne figure pas dans le produit national, le travail de la mère. Alors que sans le travail de la mère, il n'y aurait pas de produit national du tout. Il est certain que l'enfant a besoin d'une coque, a besoin d'un environnement tutélaire. À cet égard, évidemment, le cercle, autrefois le cercle, pour remontant très loin dans le temps, le cercle de la tribu était cette coque tutélaire. Le village l'a été, avec les espaces verts pour les jeux. Le quartier l'a été dans une moindre mesure. Aujourd'hui, les grands ensembles ne sont pas du tout conçus pour cela. Il y a une pathologie de l'enfance et une pathologie des parents qui croissent ensemble. On le dit beaucoup, je ne l'ai jamais rencontré, mais enfin, toutes les études, il y a une quantité d'études qui existent là-dessus. Et on parle de la dissociation de la famille. Ça ne m'apparaît pas du tout une fatalité. Il me semble au contraire que dans un monde plus agité, un monde en voie de transformation, un monde où le lendemain est plus incertain, les attaches familiales
doivent être très solides, étant que les seules attaches qui demeurent en dehors des attaches latérales que l'on peut faire par association d'intérêts. Des syndicats qui sont très utiles. Oui, mais tout ceci laisse supposer que nous ne sommes plus, que nous ne vivons plus dans une société inégalement développée, où les inégalités sociales sont très, très, très marquées. Je ne vois pas. Non, il serait je suppose quand même qu'il serait indispensable que les inégalités sociales soient relativement résorbées pour que l'éducation des enfants soit, disons, le plus confortable possible. Il me semble que les différences d'éducation entre un fils de travailleur et un fils de bourgeois donne pas le même accès de chance. Par conséquent, l'éducation et l'intelligence d'une mère d'ouvrier n'est peut-être pas la même que... Oh, l'intelligence... L'intelligence, si, mais je veux dire, l'éducation de base... Oui, je crois que, par exemple, il est très important qu'il y ait auprès des crèches des écoles de puériculture dans lesquelles les mères à venir puissent apprendre des choses qui leur soient utiles pour la première éducation de leurs enfants. Je crois que, de même qu'il y a les CHU, vous savez, dans les hôpitaux, de même, devrait y avoir cela pour les crèches, je crois. Les inégalités, en principe, l'éducation est égale pour tous. Il n'est remarqué pas vrai que les inégalités sociales se traduisent, les inégalités d'argent, se traduisent dans les chances inégales des enfants. Ce sont beaucoup plus des inégalités de culture. C'est-à-dire, le fils de gros commerçants peut très bien échouer dans ses études, alors que ce sont les statistiques qui nous disent il n'est pas avantagé spécialement, il n'est pas aussi avantagé, disons, que le fils de fonctionnaire ou d'intellectuel. C'est le développement des soucis intellectuels chez les parents qui va aider l'enfant et non pas la richesse du milieu. C'est la richesse intellectuelle du milieu familial et qui va être un soutien pour lui. Maintenant, alors, quant à la question du coût pour la famille de l'éducation de l'enfant, c'est-à-dire de son maintien hors travail jusqu'à un âge avancé, nous en avons déjà parlé. C'est un fait évidemment très important. Bertrand de Jouvenel, il y a plusieurs mois, au cours d'une intervention, vous aviez déclaré d'ailleurs qu'un des traits marquants de notre monde, de notre civilisation, était justement qu'elle aboutissait à la création d'un monde de nomades. Et il y a nomadisme, je voulais à terme, en ce sens que les gens sont obligés de se déplacer pour se déplacer vers les endroits où il y a des emplois. Ils se déplacent donc des zones où les emplois sont rares vers les zones où les emplois sont nombreux. Quelquefois, souvent, ils préféreraient être employés là où ils vivent. Deuxièmement, il y a nomadisme dans le fait que les gens se précipitent sur les routes tellement qu'il faut 35 000 gendarmes pour assurer la sécurité routière lors des départs. Ce nomadisme vacancier, il serait très intéressant de savoir, et nous ne savons pas, dans quelle mesure le départ est fonction de ce que l'on est mal dans l'endroit où l'on vit 11 mois par an, ou dans le désir positif de s'en aller, même si on était bien. Le fait est, en tout cas, que nous savons que la proportion des gens qui partent en vacances ne s'est pas augmentée depuis 7 ou 8 ans, ce qui est un signe d'impossibilité. Ça, c'est un signe d'inégalité, et ça, c'est grave, important. Parce qu'il faut que les gens puissent partir en vacances s'ils veulent. La question est de savoir s'ils ne seraient pas, si certains d'entre eux, il ne s'agit pas d'assimiler tout le monde, certains d'entre eux ne seraient pas plus heureux d'avoir une maison à eux et un jardin à eux, là où ils vivent normalement, et de consacrer au moins une partie de leur loisir à planter et les bulbes et qui fleuriront. Bien sûr qu'ils ne planteront pas les bulbes en été, ça je suis d'accord avec vous. Mais vous n'avez pas l'impression que cette civilisation revêt un caractère, ou plutôt cet instinct revêt un caractère déprédateur?
Oui, naturellement, lorsque vous êtes sédentaire, vous avez soin du lieu où vous allez vivre toute votre vie et vos enfants vont vivre après vous. Cela est normal et c'est le caractère d'une société agricole. Au contraire, les sociétés nomades ont toujours dévasté parce que elles étaient nomades et qu'elles ne s'attachaient pas à conserver ce sur quoi elles passaient. Les nomades ont été destructeurs de civilisation. Chose est connue. Et notre civilisation actuelle a des caractères de nomadisme. Et elle ne fait pas de durable. Les familles ne font pas de durable puisqu'elles sont obligées de se déplacer pour prendre un emploi. Les collectivités ne font pas de durable. Et j'ai entendu plaider que les maisons devraient être occupées pendant 4 ou 5 ans par la famille qui les acquiert et ensuite vendues d'occasion comme une voiture. C'est-à-dire que le processus existant pour l'automobile devrait être appliqué au logement. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus aucun attachement au lieu. Alors ça, je vous accorde volontiers qu'il y a peu de raisons d'avoir des attachements au lieu où les gens sont actuellement logés. La question est de savoir s'il faut chercher à leur donner la possibilité d'aimer l'endroit qu'ils habitent et de se socialiser avec les voisins qu'ils ont. On me dira, c'est une vision réactionnaire. Je pense qu'il y a quelquefois lieu de réagir contre des choses qui apparaissent des maux. Il est certain que l'insécurité dont on se plaint particulièrement aux États-Unis, vous savez à quel degré elle a atteint, cette insécurité tient à ce que les gens n'ont plus entre eux des rapports. On ne fait pas de mal aux gens que l'on connaît. Ces gens prennent une figure humaine à vos yeux. À moins qu'ils soient très méchants, bien sûr. Mais vous ne croyez pas aux gens méchants? Je n'ai jamais dit que je ne croyais pas aux gens méchants. J'ai dit que j'ai eu la chance extraordinaire de n'avoir pas rencontré sur ma route la méchanceté humaine. Mais je ne nie pas son existence. Je ne nie pas son existence, malheureusement. Il y a tant de passions déchaînées à notre époque et qui sont déchaînées aussi parce que les hommes vivent dans des systèmes qu'ils ne comprennent pas. Ceci s'explique aisément quand on a consacré sa vie à l'étude de la société, des mécanismes sociaux. On est effrayé de plus en plus par la complexité, par une interdépendance d'un mécanisme énorme et délicat. Que vous voyez à l'heure actuelle, la crise monétaire qui est grave parce qu'elle menace des emplois. C'est pour ça qu'elle est grave. Elle menace des emplois, elle peut être créatrice de chômage. Et ces crises, on voit bien que l'ingéniosité humaine est assez impropre à démêler où est le principe du mal. C'est-à-dire, nous avons construit des organismes qui dépassent nos capacités de diagnostic médical et notre capacité de thérapeutique. Ces choses sont immenses. Depuis les années 60, on a vu se développer un phénomène, par exemple, qui était tout à fait insoupçonné, le phénomène des euro-monnaies, des euro-dollars, des euro-monnaies non contrôlées, alors que les masses monétaires nationales sont contrôlées et qui débordent périodiquement sur les places monétaires. On sait aussi que le contact avec l'ouverture avec les États-Unis fait que chaque fois que les États-Unis, pour accélérer leur croissance, augmentent rapidement la masse monétaire, ils en débordent sur les places européennes. Bon, nous avons affaire à l'heure actuelle à ce mécanisme et nous ne savons pas très bien comment le maîtriser. Bon. Nous avons donc des structures
qui sont des mécanismes et qui sont, dont les effets sont déconcertants et qui créent de l'anxiété. Et une anxiété qui n'est pas illégitime. Mais si nous prenons par exemple, nous pourrions le rattacher au nomadisme, le problème de l'emploi. On prévoit que dans plusieurs années, les gens changeront fréquemment d'emploi. Vous n'avez pas l'impression que ceci aura un effet traumatisant ou un effet un peu... Moi, je pense qu'il est très bon que les gens aient d'autres emplois vers lesquels ils puissent aller quand ils veulent. Mais je pense qu'il est très mauvais qu'une usine ferme, qu'une firme ferme, et que non seulement les gens n'aient plus d'emploi dans cet établissement-là, mais qu'ils n'en trouvent pas dans la région voisine. Vous savez, c'est le problème de la Lorraine, par exemple. Ce sont des choses qui sont normales aux États-Unis. La population américaine est formée précisément de gens qui avaient le goût de la mobilité. La preuve, c'est qu'ils sont venus d'Europe, n'est-ce pas? Et les Européens ont prouvé en quelque sorte qu'ils avaient moins le goût de la mobilité en restant en Europe. Et chez nous, en France, vous savez que la mobilité, elle est devenue extrême au cours de ces dernières années. On dit que les Français se refusent la mobilité. Ce n'est pas vrai. Et ils y vont. La question, c'est de savoir s'ils y vont volontiers, auquel cas, oui, c'est très bien, ou s'ils y vont parce qu'ils s'y sentent contraints. Alors là, c'est mauvais. La société doit être faite pour, toujours répéter la même chose, pour l'épanouissement de l'homme. Et dans la mesure où elle le contraint à entrer dans des formes qui ne lui plaisent pas et qui ne sont pas propres à son épanouissement, alors ce développement-là est mauvais. Il faut bien que nous réfléchissions sur le cours de notre société, puisque son évolution est de plus en plus rapide. Quand on dit qu'un rythme de croissance se soutient, ça veut dire qu'il y a une accélération continuelle. J'ai employé cette image, vous êtes dans une voiture qui va d'abord à 75 à l'heure, puis à 100 à l'heure, puis à 125, puis à 150. Vous dites au conducteur, vous ralentissez continuellement, car en effet, chaque accroissement est proportionnellement plus faible que le précédent. Mais s'il accroissait toujours dans la même proportion, ça va à l'infini. Or, c'est ça, un taux de croissance continuel et élevé. Et on est obligé de se poser des questions à ce sujet. Est-ce que les hommes peuvent supporter ce rythme de changement? Est-ce que d'ailleurs l'énergie, les ressources d'énergie, peuvent y suffire? À long terme, oui, parce que nous avons l'énergie solaire, mais à court terme, nous voyons se créer cette situation de famine du pétrole qu'on nous dessine, qui va combler l'échec de milliards de dollars, c'est-à-dire que nous voyons à l'époque, en pleine ère industrielle, se rétablir la rente. Vous savez, autrefois, on se plaignait, et à raison, qu'il y eût une élite privilégiée, très riche, qui vivait de la rente du sol. Nous la retrouvons, ce sont les Tchèques, qui vivent simplement du fait qu'il se trouve sur leur sol énormément de pétrole. Et ceci au détriment, remarquez-le, non seulement des pays développés comme les nôtres, mais des pays en voie de développement qui, eux, n'ont pas de pétrole. Vous me poussez à la digression. Il faut essayer de comprendre notre société, et surtout de la comprendre pour essayer de mener son développement et de mettre ce développement au service de l'homme. Moi, je suis ravi de voir se répandre maintenant l'idée de qualité de la vie. C'est tout de même un très grand changement. Et je vous dirais une chose qui m'a fait très très grand plaisir, c'est que l'édition allemande de mon livre Arcadie a été très bien accueillie en Allemagne de l'Est. Ce qui prouve que les préoccupations humanistes, d'ailleurs tout à fait indépendantes du système de production, du régime de production, c'est qu'est-ce que l'on veut faire. Certains régimes permettent de contrôler plus ce que l'on veut faire, mais d'abord il faut le choisir. Est-ce que vous êtes toujours d'accord, vous citez souvent la phrase de Rousseau qui disait qu'il faudrait au fond pour l'homme changer l'objet de son estime? Oui, de façon que ce qu'il recherche puisse le rendre heureux.
Descartes disait « Le véritable office de la raison est de nous apprendre à discerner parmi les biens que nos efforts peuvent nous acquérir ceux qui méritent le plus d'être recherchés. » Bertrand de Jouvenel, il y a un problème qu'on aborde souvent, dont on parle beaucoup actuellement, c'est celui de la croissance économique. Que faut-il en penser? Qu'en pensez-vous? Eh bien, au lendemain de la guerre, à la Libération, le besoin le plus urgent de la France était de produire. Nous ne produisions plus, les besoins n'étaient pas satisfaits, et il fallait produire. D'autre part, nous avions un autre motif, c'était le sentiment que l'on avait que notre faiblesse dans la guerre, manifestée en 1940, et notre faiblesse auparavant dans la paix, provenait de notre défaut de puissance économique. On s'est lancé dans la croissance économique et on s'y est bien lancé, c'est-à-dire qu'on s'y est lancé sous l'impulsion de Jean Monnet, nommé commissaire au plan en janvier 1946, et qui a su rassembler un pays qui n'aime pas les activités économiques. Les travailleurs pensant qu'ils sont exploités et les intellectuels méprisant les activités vénales. Un pays qui n'aimait pas les activités économiques, Monnet a su les lui faire voir sur un autre plan que celui du profit, que celui du gain, sur le plan d'un effort national pour que la France soit capable d'autre chose que ce dont elle avait été capable. Et il a su obtenir l'appui des syndicats, qui a été absolument capital, car c'est le manque d'appui des syndicats qui a fait manquer la croissance britannique, tandis qu'en France, les syndicalistes ont expliqué la nécessité de changer les méthodes, ils l'ont fait accepter, ils ont été des collaborateurs très précieux. Bon. Nous avons donc eu ce départ pour la croissance et le développement de la croissance à un rythme qui s'est accéléré en consacrant une grande part du produit national à l'investissement, c'est-à-dire à la création de moyens de production. Et nous avons fait cela et nous avons cru, en pensant par habitant, à un rythme plus que double du rythme historique des États-Unis. Plus que double. C'est important à marquer parce que le rythme de croissance a été accompagné d'un rythme de transformation, et il faut ajouter de bouleversement. Un seul chiffre sera vraiment frappant, la réduction des effectifs agricoles en France de 26% à moins de 12% s'est faite en 15 ans, alors qu'elle s'était faite aux États-Unis en 30 ans. À tous égards, nous avons été à un rythme double. Et à mesure que l'on a progressé, il y a eu un certain oubli des finalités sociales de la croissance. La croissance est devenue une chose admirable en elle-même, pour laquelle on a procédé avec enthousiasme à des fusions d'entreprises, c'est-à-dire à la trustification, c'est-à-dire précisément à ce que Theodore Roosevelt en 1900 avait tâché de combattre. Et puis, cette croissance est devenue en quelque sorte une croissance sauvage, qui a bouleversé, qui a créé beaucoup d'opposition, les gens qui disparaissaient, les artisans, les commerçants qui disparaissaient, la rénovation urbaine qui ne logeait pas les gens qui avaient été là, mais qui faisaient des logements beaucoup plus chers pour d'autres. Enfin, quelque chose qui devenait à la fois un très grand succès dans l'ordre économique, mais aussi une caricature des espérances sociales que l'on avait pu mettre dans la croissance. N'est-ce pas? Il faut être juste à cet égard. On a fait beaucoup. Il est vrai que sur cette croissance développée,
a pu financer, cette croissance développée a pu financer des dépenses de prestations sociales considérables, mais d'autre part, il faut bien voir que le niveau des prélèvements s'élevant, l'impôt est devenu de plus en plus régressif aussi. Par conséquent, les réclamations élevées contre les inégalités accompagnant la croissance sont parfaitement justifiées. Et d'autre part, sur un autre plan, celui de la qualité de la vie, celui de l'environnement, les gens ont été placés dans des conditions de travail et d'habitat, des conditions de logement souvent meilleures, de voisinage plus mauvaises. C'est-à-dire le voisin s'est fait connaître plutôt par la bousculade, par le bruit, que le voisin comme prochain et comme ami. Les enfants, la sécurité des enfants, les jeux des enfants n'ont pas été assurés, pas d'espace vert pour les enfants. C'était une espèce de compression dans les villes. Nous avons eu une urbanisation précipitée avec cette industrialisation précipitée et elle a créé un mécontentement social que je comprends parfaitement. Vous déclariez d'ailleurs que les gens avaient plus ou moins adopté l'évangile du bonheur matériel total. Non, je n'ai pas dit cela, je ne crois pas avoir dit cela. Ils n'ont pas le choix de vivre où ils veulent, d'avoir les voisins qu'ils souhaiteraient ou qu'ils avaient, et ils ont une seule forme de liberté qui est la consommation. Alors, ils se précipitent dans cette forme de liberté qui leur est offerte. Oh, ils ne s'y précipitent pas au train que l'on dit, pas tous, parce que, regardez, la charge que représente pour les familles, malgré les allocations familiales, et malgré pour des gens plus riches, le quotient familial est important pour eux. Malgré cela, vous avez la charge des enfants est extrêmement lourde, elle est particulièrement lourde pour les familles ouvrières, très lourde, car bien l'enseignement est gratuit, mais pendant que l'enfant fait ses études, il faut le soutenir. Or, les études sont de plus en plus longues. Et à mesure qu'un enfant grandit, naturellement, sa dépense grandit d'année en année. C'est donc une charge considérable que l'allongement de la durée des études. Et je crois qu'on s'exagère beaucoup la prospérité matérielle des familles ouvrières. On ne fait pas compte quel soutient cet effort pour ses enfants. Mais comment expliquez-vous les diverses publications d'ouvrages récents justement sur la nécessité de limiter la croissance? Ah, ça c'est autre chose. Là, nous sommes sur les dommages causés à la planète que nous habitons et au sol qui est le nôtre, les dommages causés par une exploitation brutale. Et il est certain que ça se voit lorsque l'on va s'attaquer au beau pour y prendre de l'aluminium, et c'est de là que l'aluminium, enfin c'est la bauxite, eh bien évidemment le paysage en souffre. Et ça, c'est le mal sur le paysage. Il est évident, quand on installe des usines à fosses, ça n'améliore pas les eaux de la Méditerranée. Les rejets dans les rivières souillent les rivières. Et d'une façon générale, alors vous avez le macro-environnement, c'est-à-dire l'environnement de l'espèce humaine, et plus spécifiquement de la nation française, et puis vous avez le micro-environnement, c'est-à-dire l'environnement de chaque famille. Et celui-là non plus n'est pas bon. Donc vous avez, c'est le cadre de vie, micro-environnement, et c'est les rapports avec la nature, et d'ailleurs avec le passé. Car nous sommes en train de dévaster nos campagnes en introduisant les méthodes de culture capitalistes qui étaient les méthodes américaines et qui ont mis à plat, comme au fer à repasser, des campagnes américaines, d'immenses États américains qui sont comme passés au fer à repasser. Vous avez donc une destruction des beautés qui ont été forgées au cours des générations par le travail paysan. Car les plus beaux paysages du monde sont ceux qui ont été faits par les paysans. Et ça, vous avez à ce moment-ci la destruction par la grande exploitation qui tient alors à des causes économiques, qui tient à ce que la protection donnée aux agriculteurs est donnée aux produits, et
soutien du prix du produit et non pas au producteur, c'est-à-dire soutien de l'agriculteur dans sa petite exploitation. Il y a insuffisance, certainement, de conscience des finalités sociales dans notre développement économique récent. Et ça, je crois que tout le monde, indépendamment des opinions politiques, a conscience qu'à cet égard, il y a vraiment un redressement considérable à opérer, un redressement pour l'homme, Je n'aime pas toujours dire pour l'homme, parce que je pense à pour la femme. Mais pour vous, vous estimez vraiment que les destructions de la nature sont plus importantes que les pollutions dont on parle beaucoup plus en général ? Je crois que les deux choses vont ensemble, mais les pollutions sont quelque chose que nous saurons, si nous y mettons le prix, qui sont techniques, technologiques, et qui par conséquent sont du ressort d'une civilisation technologique. Tandis que créer ou maintenir de la beauté, ça, c'est pas du technologique. Jamais les techniciens ne sont capables de penser en termes des charmes de la vie, en termes des agréments. Ils ne sont pas maîtresses de maison, si vous voulez. Ils ne se disent pas cet arbre est beau à cette place, ne l'enlevons pas. Ils ont le sentiment que du quantitatif. Or, les pollutions, c'est du quantitatif. Ça, ils peuvent s'en tirer. Mais les paysages, ça n'est pas du quantitatif. Chaque hectare de terre de France a sa beauté, est chargé de souvenirs. Et je disais à Bruxelles que la valeur culturelle de chaque région dans cette Europe est une valeur immense, de sorte que lorsque vous causez le dépérissement d'une région par le drainage économique. Vous savez, aux États-Unis, la population a été drainée des régions, accumulée dans les agglomérations, et ce drainage cause le dépérissement de régions. Mais ces régions aux États-Unis, ma foi, c'était pas des régions culturelles, elles n'avaient pas de signification morale. Tandis qu'en France, c'est tout à fait autre chose. En France, c'est pas seulement en France, mais en France, l'Aquitaine, c'est quelque chose, le Bas-Limousin, c'est quelque chose, la Picardie, c'est quelque chose, l'Artois, c'est quelque chose. Tout a sa personnalité, tout est vibrant de son passé. C'est tellement vrai que lorsque vous voyez des Français aux États-Unis, je parle de travailleurs français, vous voyez des travailleurs français aux États-Unis, vous voyez qu'ils ont conservé les mœurs, qu'ils ont cherché à conserver les mœurs, les manières d'être, non pas seulement françaises, mais de leur région propre. J'étais frappé à San Francisco de voir des Français de Marseille qui maintenaient la tradition du boulisme, la tradition de la chasse au canard, qui cherchaient à se comporter comme ils se comportaient chez eux. Eh bien, la diversité des régions en France, la diversité des régions en Europe, ce sont des trésors de civilisation. On le dit pour les villes italiennes, mais on peut aussi bien le dire pour nos villes et nos campagnes. Ce sont les trésors de civilisation et le calcul économique ne voit pas cela. Le calcul économique ne voit pas ça. Une route doit passer ici, il épargnera du chemin, la ligne droite est le plus court, c'est un chemin dans les autres, n'est-ce pas ? Et vous détruisez, et vous ne donnez aux gens de recours que dans l'achat d'une automobile plus chère, puisqu'ils ne peuvent pas avoir une vie plus agréable autrement.